Bon clap. Parfait. C'était un bon clap. Action. Alors sur cette sable, les sables, les objectifs ils étaient triples. Le premier objectif c'était déjà de finir la course parce qu'on avait des gros enjeux de qualification pour la Mini Transat 2023 qui est quand même le gros objectif de ce projet. Donc avant tout réussir à finir cette course. Le deuxième objectif c'était de découvrir le large parce que c'est un domaine que je ne connaissais pas encore. Là on parle quand même de grand large, les Açores c'est très éloigné de toute terre. Donc c'était quelque chose de vraiment nouveau pour moi. Il y a un troisième objectif qui est celui de bien figurer au classement, parce que mon projet c'est avant tout un projet performance, c'est comme ça que je l'ai voulu dès le début, et que en plus à ce moment-là je venais de signer définitivement avec deux partenaires, donc Technip Energies et International Paint, et ça me tenait vraiment à cœur de leur faire honneur et de leur montrer qu'ils avaient investi sur le bon poulain. Préparer cette course des sables, les Açores, les sables, ça a été beaucoup de travail de préparation. Donc un gros chantier qui a été fait à Lorient, puisque le bateau avait déjà un certain nombre de milles au compteur entre la qualification et les courses d'avant-saison. Donc ça a été beaucoup de travail avec un maître mot dans ce chantier qui était la fiabilité. Donc comme je disais, le premier objectif de la course c'était avant tout de finir. Donc il fallait évidemment avoir un bateau fiable avec du matériel de rechange et un bateau qui puisse aller au bout de cette traversée. Le deuxième point dans cette préparation, c'était qu'un gros point négatif que j'avais noté sur toutes les courses de préparation, c'était le rush final dans lequel j'étais à chaque fois avant de prendre le départ des courses. Donc je me retrouvais à terminer à minuit voire 1 heure la préparation de ma course, et donc à partir déjà cramé dès le premier jour du départ. Donc j'avais apporté beaucoup d'attention à ce que le bateau soit prêt au plus tôt et que je puisse consacrer les 2-3 derniers jours vraiment à me focaliser sur la météo, ce que j'avais pas trop réussi à faire précédemment. Et là, pour une fois, c'était le cas, mais comme une préparation de course ne se passe jamais comme prévu, et donc on a eu ce prologue qui était organisé à 3 jours du départ, et malheureusement, peut-être 5 minutes après le départ de ce prologue, eh bien, je suis victime d'une collision avec un de mes concurrents. Et le bateau est quand même fortement endommagé, et ça me met dans un rush terrible à 3 jours du départ de cette course majeure. Donc le moral, il en prend un sacré coup. Il y a eu un moment où je me suis demandé si le projet Mini Transat il n'allait pas s'arrêter là, parce que si j'étais obligé d'abandonner la course, la qualification pour la Mini Transat c'était mort quoi. Mais finalement, tu t'es relevé. Finalement oui, il a fallu rebondir, trouver les solutions, trouver les personnes pour m'aider, et c'est là où on voit aussi que la classe Mini elle est très forte, c'est que j'ai eu beaucoup de soutien de toutes ces personnes qui sont mes concurrents, mais qui sont aussi là pour donner un coup de main dès qu'il y a besoin à terre. Ce départ, je le prends déjà très fatigué, mais malgré tout, j'ai toujours cette envie de bien faire, cette envie d'aller au bout, et forcément un petit peu d'appréhension avant de prendre ce départ, parce que c'était quand même un saut dans l'inconnu, le large que je ne connais pas, et puis un peu d'émotion au moment de quitter les proches, bien sûr. Le départ, c'était un départ au près dans 12 nœuds de vent environ. Et j'avais vraiment cette envie un peu de remonter à cheval, quoi, de réussir à prendre un bon départ au contact et de ne pas rester sur ce traumatisme de la collision. Et j'étais hyper content parce que c'est ce que j'ai réussi à faire, à prendre un super départ,
Et après, les conditions, elles étaient assez moyennes. On avait peut-être 13 nœuds sur la ligne de départ. Départ au près, avec quelques bouées à passer, des changements de voile. Et de toute façon, on sait que c'est pas là-dessus que tout va se jouer. Donc j'arrive à sortir dans le paquet de ce petit parcours dans la baie des Sables d'Olonne. Et après, le grand large s'ouvre à nous finalement. Beaucoup de choses se jouent dans le grand large. Oui, c'est sûr que c'est pas du tout la même gestion que ce qu'on peut faire sur un petit parcours. Donc même si j'avais cette envie de remonter à cheval, la course a été loin d'être faite au moment d'enrouler la dernière bouée de dégagement, quoi. Cette première journée de course, elle se fait au près, dans 12-13 nœuds de vent, des conditions qui ne sont pas forcément idéales pour mon bateau, mais la vitesse est correcte. Premier jour de course à bord de Picone. On a pris un bon départ avec cœur de réussir ce départ après la mésaventure que j'ai eue sur le prologue. L'objectif, ça va être d'aller chercher au plus vite un premier front. Donc c'est un phénomène météo où le vent forcit et on va aller chercher une bascule. Et donc on se fait un peu cueillir à froid dès la première nuit. Donc c'est toujours un passage où il y a de la pluie, la mer commence à se creuser, on prend 20-25 nœuds. Et c'est sûr que pour s'amariner, pour la première nuit, c'est sûr que c'est pas évident. D'ailleurs, on entendait à la VHF quelques discussions où certaines personnes donnaient des recommandations sur comment faire passer le mal de mer, quand est-ce qu'il fallait vomir, tout ça. Donc forcément, on se rend compte que ça y est, on est dans le grand bain et que c'est le moment d'y aller, quoi. Et c'est un passage que j'arrive quand même à gérer assez bien pendant cette nuit. Et on se retrouve au petit matin à avoir le vent qui commence à ouvrir un peu. Et on peut commencer à envoyer un génaqueur et à accélérer un peu. Donc c'est plutôt une phase agréable, on croise quelques dauphins. Le deuxième jour de course, il se poursuit dans ces conditions, toujours peut-être 12-13 nœuds de vent sous génaqueur, avec un vent qui ouvre de plus en plus et on arrive finalement à envoyer un grand spi avant la tombée de la nuit. Et on passe donc cette deuxième nuit de course au portant dans des conditions très maniables, sachant qu'on savait que le vent allait probablement accélérer le lendemain. Donc c'était encore une bonne occasion de se reposer et de se préparer pour la suite finalement. Au matin du troisième jour de course, le vent commence vraiment à monter. On est encore avec le grand spi et les conditions commencent à devenir un peu plus compliquées. Le vent monte de plus en plus, la mer commence à se creuser, notamment à cet endroit-là. On est à proximité des côtes espagnoles, c'est toujours des endroits où la mer est quand même assez forte. C'est toujours aussi la dernière côte où on peut s'abriter s'il y a un coup de vent, si on a une avarie et qu'on souhaite réparer. Et c'est un peu la dernière côte avant de se lancer dans le grand bain. En plus, on a ce passage qu'on appelle le DST, qui est une zone en fait interdite au trafic. Et on a toujours le choix de passer entre la côte et cette zone d'exclusion du trafic maritime, ou à l'extérieur. Le choix de passer à l'intérieur, c'est un choix que certains ont fait, mais qui est toujours un peu compliqué. La mer est très forte, le vent accélère. On avait des fichiers météo avant de partir qui nous annonçaient du vent très fort à cette zone-là. Et du coup, moi, c'est un choix que j'ai pas fait, même si la route semblait meilleure, c'est un choix que j'ai pas fait de passer entre la côte et cette zone d'exclusion. J'avais toujours en tête cet objectif de finir la course à tout prix pour me qualifier pour la Mini Transat. Et ça m'a paru plus raisonnable donc de ne pas passer dans ce passage. Ouais. Et on commence à entendre à la VHF des gens qui mettent leur spi à l'eau, des manœuvres qui se passent mal. Donc c'est toujours un moment où techniquement on peut faire la différence. Et on peut faire la différence aussi beaucoup sur la conduite, comment on barre son bateau. Et c'est des moments où il ne faut pas hésiter à barrer. Et pour moi ça se passe plutôt bien. Et c'est aussi le moment où je me retrouve côte à côte avec Adrien du Mini 1038. Et il se trouve que sur le reste de la course finalement on ne va pas se quitter. Et on ne s'est jamais retrouvé à plus de 5000 l'un de l'autre. Donc c'est le début d'une grande aventure pour nous deux. On est avec le poteau Adrien. Je sais pas si on arrivera à le voir, mais il est vraiment à côté.
troisième jour de course où finalement tout va très vite. Le bateau, on fait des pointes à 20 nœuds, c'est vraiment des conditions superbes. On finit même par envoyer le plus petit spi qu'on ait, le spi médium, pour réussir à passer la mer. Et la nuit qui suit, pareil, quoi, des superbes conditions, le ciel étoilé, le bateau qui va vraiment extrêmement vite, un peu de fatigue parce que j'ai quand même passé la journée à barrer, mais le pilote tient bien, donc c'est vraiment une super nuit. Au quatrième jour de course, on sent que le vent commence à faiblir, on fait un cap au sud-sud-ouest, je dirais. Le vent commence à mollir un peu. Par contre, les conditions sont vraiment incroyables. Il fait beau, on a une belle houle, et puis on commence surtout à voir l'océan bleu, quoi, le vrai bleu du grand large. Et ça, c'est une super découverte pour moi, et ça, c'est vraiment un paysage qui est sublime. Et à ce moment-là de la course, il fallait commencer à ajuster sa trajectoire vers les Açores, c'est-à-dire qu'on savait qu'il y avait un phénomène qu'on appelle une dorsale, donc une zone un peu sans vent qu'on allait devoir traverser à un moment ou à un autre. Donc le choix, c'était soit de continuer finalement vers le sud et de longer cette dorsale qui avait un axe plutôt nord-sud, soit de franchir cette dorsale pour aller chercher le nouveau vent en fait. Et dès le quatrième jour, en fin de journée, je choisis d'aller franchir cette dorsale, plutôt de nuit parce qu'on sait que cette zone sans vent, elle est plus étroite la nuit. Et donc c'est à ce moment-là que je mets cap plein ouest. Et l'idée là, c'est d'aller chercher le front qu'il y a là, pour après récupérer un vent d'ouest qui permettra de descendre. Finalement, pendant la nuit, le passage de la dorsale se passe plutôt bien. Ça, c'est toujours un peu aléatoire. Est-ce qu'on va rester bloqué longtemps? Est-ce que ça va être un passage facile? Et là, plutôt de la réussite sur ce coup-ci, avec un passage de dorsale plutôt facile. Et dès que la dorsale est passée, on met le cap à l'ouest. Et l'objectif, c'est d'aller chercher un nouveau front. On sait que celui-là va pas être très fort, le vent attendu n'est pas très fort. Mais on devrait récupérer une meilleure direction de vent à la sortie de ce front. Ouais, c'est un passage obligé pour toute la flotte. Et toute la qualité du marin, c'est de réussir à définir à quel endroit il a envie de la passer, à quel moment, et de la passer le plus rapidement possible. Au matin du 5e jour, on se retrouve en sortie de dorsale. Là, l'objectif, c'est de partir au près avec un cap au nord-ouest pour aller chercher un front. Et là, c'est pas vraiment la fête parce qu'on sait qu'on part pour 36 heures de près dans 12-13 nœuds de vent. Donc c'est des conditions où le bateau il est pas très à l'aise, ça va pas très vite, les choix de voile sont pas évidents, est-ce qu'il faut mettre un génac, est-ce qu'il faut pas en mettre. Donc ça n'a pas été la partie la plus marrante de la course, mais bon, il fallait la faire. Hein. Est-ce que le prêt, ce serait pas un peu la hantise des marins? C'est sûr que c'est pas pour faire du prêt qu'on navigue sur un mini. On préfère toujours du portant avec des vagues, des grands surfs et des vitesses à 2 chiffres. Mais bon, cette saison a quand même montré que le portant, c'est pas la règle. Au 6e jour de course, après 36 heures de prêt, on arrive enfin à passer ce front. C'est un passage de front qui s'est fait en 2 étapes. C'était des conditions quand même pas évidentes. Et en plus, on n'a pas vraiment le vent escompté en sortie de front. C'est un vent assez instable, donc c'est toujours des conditions un peu dures. En plus, on a eu de la pluie, c'était pas hyper marrant. Donc des moments où le choix de voile n'est pas si évident, où on doit souvent être à la régulation pour faire avancer le bateau au plus vite. Donc là, ça a été un peu dur. Donc on récupère du vent enfin un peu stable, en plus du vent de travers, donc on avait réussi à envoyer un génaqueur, et je me souviens donc cette nuit-là d'avoir particulièrement bien dormi, et c'est quand même ça faisait quand même 5 jours qu'on était en mer, donc réussir enfin à avoir des conditions un peu stables, où le bateau avance tout seul, ça a vraiment permis de bien récupérer à ce moment-là de la course. Ouais. Comment ça s'organise les nuits un petit peu dans la mini-transat? Alors c'est assez variable. Normalement, la règle, c'est de dormir au maximum par tranche de 20 minutes. Mais sur des courses au large comme ça, on sait que la probabilité de croiser des gens est quand même assez faible.
Donc on s'accorde des siestes allant jusqu'à 40 minutes parfois. Et là, sur une nuit comme ça, on arrive à en enchaîner vraiment beaucoup et à avoir dormi à peu près peut-être 5 heures en cumulé. Toujours en vérifiant entre deux siestes, est-ce qu'il y a du monde autour, est-ce que la direction du vent a changé, est-ce que la force du vent a changé, est-ce que je dois régler mon bateau pour aller plus vite. Et donc c'est cette gestion qui permet d'être performant finalement. Pour sa préparation de qualif, il y a pas mal d'électronique à faire. La première étape du coup, ça a été de mettre un nouveau réveil, du coup qui est là. C'est ça. Du coup, c'est juste une petite minuterie, c'est assez simple. Et ça fait pas mal de bruit. Donc là, j'allume le truc. Voilà le résultat. Donc il y a juste à mettre le compteur qu'on veut là, comme ça. Par exemple, sieste de 20 minutes. Hop. Et c'est parti. Donc une très bonne nuit assez réparatrice au 6e jour de course. Et heureusement parce qu'au 7e jour, à la mi-journée à peu près, on se retrouve vraiment dans une bulle sans vent. Et on a vraiment eu après peut-être 24 heures avec du vent très variable, jamais plus de 3-4 nœuds de vent, avec énormément de changements de voile, des conditions où c'est très difficile d'aller vite. Et ça n'a vraiment pas été une partie marrante. Je me souviens d'avoir eu quelques concurrents à la VHF, que j'entendais à la VHF à ce moment-là. Et personne n'était très heureux d'être au milieu de l'Atlantique à ce moment précis de la course. C'est là où la fraternité des marins joue, non? On en parlait au ponton, même en course finalement, s'il y a pétole, il y a un peu d'entraide ou ça se bagarre? Bon, il y a toujours un peu de communication à la VHF. Nous, on a quand même passé 11 jours l'un à côté de l'autre avec Adrien, donc c'est sûr que à la VHF, c'était un peu gossip room. Mais non, la VHF, c'est quand même un outil assez dangereux où on peut se retrouver rapidement influencé en fait par le mood du concurrent qui lui est dans une mauvaise passe et on peut se retrouver influencé par cet état d'esprit. Donc c'est un outil quand même à manier avec précaution et il faut pas passer trop de temps à la VHF. Au 8e jour de course, on est toujours côte à côte avec Adrien. On sait que la suite du programme, ça va être beaucoup de près, avec un dernier front à aller chercher. Je ne saurais même plus dire quel jour de course on est, parce que c'est un petit bout de temps qu'on est parti, mais on est le 26 juillet. Et on doit être à 2-3 jours de l'arrivée. Là, c'est un peu les dernières options qui se dessinent, et là, je tente un truc. On est parti sur la même option avec Adrien, avec qui on s'est pas quitté depuis la pointe espagnole. On a fait un bout de chemin ensemble. Et donc là, c'est pour ça que c'est un peu le bazar. Dans le bateau. Là, il y a tous les documents avec la météo, les polaires du bateau, tout ça quoi. Et on s'est un peu creusé les ménages pour savoir quelle serait la meilleure option. Et là, je sens que c'est un moment de la course où il peut y avoir des opportunités. On a le classement qui est donné à la radio régulièrement et le classement est plutôt bon jusque-là. Je sens que quelque chose peut se passer et je prends la décision de ne pas prendre la trajectoire habituelle pour passer ce front comme on l'apprend dans les livres, mais de tenter une option un peu différente en plongeant au sud et en n'allant pas chercher le plus rapidement possible ce front. Adrien a exactement la même idée et on fait tous les deux cap au sud. Et c'est à ce moment-là qu'on aperçoit sur l'AIS, donc notre système de détection des concurrents, on aperçoit Léo et Jean qui sont a priori en tête de la course et on les détecte donc à 5000 de nous. Et là forcément on est hyper content à ce moment-là parce que ça veut dire que le classement est vraiment bon, qu'il y a une opportunité de se refaire. Et eux ne choisissent pas cette option. On voit qu'ils sont plutôt en train de partir vers l'ouest pour aller chercher le front au plus vite. Et on se rendra compte par la suite que finalement le fait de nous avoir vu faire cette trajectoire les a fait cogiter, on les a entendus cogiter à la VHF la suite de la course nous a plutôt donné raison puisqu'on s'est refait sur cette option. Et donc dans ce contexte, on passe toute la nuit au près. Encore une nuit à bien dormir.
tu me posais des questions tout à l'heure sur le pilote. Il se trouve que le pilote il barre particulièrement bien au près, c'est des conditions où les réglages des voiles sont assez polyvalents, donc ça permet vraiment d'avancer vite et de se reposer. Donc une belle nuit de sommeil, encore une fois. Et donc ça nous mène au 9e jour de course où le front finit par passer, donc encore de la pluie. On sait qu'au moins derrière, normalement, le press est fini. Et on réussit à envoyer un génaqueur, à accélérer. Et surtout, à ce moment-là de la course, a priori, les grosses options, elles sont terminées. Toutes les routes vont finir par converger. Là, je sais qu'a priori, je suis pas trop mal classé. Et surtout, la fin de la course, elle est qu'à 200 000. Donc c'est le moment où il faut redoubler d'efforts et essayer de faire un beau finish. C'est une journée peut-être à 8 nœuds de moyenne et on se retrouve à faire du reaching et à se rapprocher quand même à grands pas des Açores. On passe la nuit après encore à bien avancer. Je raperçois encore Léo et Jean à l'AIS, donc je sais qu'ils sont un peu devant mais qui sont attaquables encore. Et au petit matin du 10e jour de course, on aperçoit la première île de l'archipel des Açores. Et ça, c'est quand même un grand moment parce que c'est une île volcanique au milieu de nulle part. C'est juste magnifique. Et l'arrivée se rapproche vraiment à grands pas. Bon, après, on nous avait dit au briefing météo que c'est pas parce qu'on arrive dans l'archipel des Açores qu'on est arrivé au port de Horta qui était notre objectif. Là, on se croyait bien arrivé et la suite nous montrera que finalement, on n'était pas arrivé du tout. Au petit matin du jour 10, on se retrouve à côté de l'île de Terceira. Là, le vent commence déjà un peu à mollir, donc a priori la météo est assez raccord sur le fait que le vent va mollir dans les heures et les jours qui viennent, donc raison de plus pour mettre les bouchées doubles. Je me souviens avoir vraiment donné beaucoup d'énergie toute cette 10e journée pour aller au plus vite. Je m'étais fait un peu distancer pendant la nuit par Adrien et même Léo et Jean. Et pendant cette journée-là, je leur reprends 10 000 parce qu'en plus, eux, ils commençaient déjà à buter dans la zone sans vent qui se dessinait autour de l'île de Graciosa. Mais ça n'empêche pas que je les recolle quand même bien. Et qu'à la tombée de la nuit, finalement, il reste que 80 000 pour regagner le port d'Horta. Et voilà, contact avec Faune. Après 10 jours de course. Entre les îles des Açores. Il n'y a pas beaucoup de vent. Ce petit génac. Je crois que ce qu'est à voir, c'est de permettre à chacun d'accéder à ce trésor. Dans ma tête, j'ai vraiment envie d'arriver au plus vite. Je me souviens même être monté au mât pour essayer de repérer les zones de vent autour de moi. Donc beaucoup d'énergie à revendre à ce moment-là. Et c'est vraiment un moment où dans ma tête je me dis que la victoire de course elle est accessible et que c'est le moment où il faut mettre les bouchées doubles. Après je passe la nuit vraiment à me donner, à barrer, à réguler. Et je me retrouve effectivement au petit matin à être en tête de course. Mais rien n'est joué parce que le vent est vraiment très très faible à ce moment-là, quoi. On se retrouve au matin du 11e jour de course où je suis au contact avec Jean. On avait fait cette entrée dans l'archipel des Açores à 4, vraiment dans la bonne ambiance avec Adrien, Jean et Léo. Et finalement, on se disait même que le classement à l'arrivée à Horta était pas si important tant qu'on arrivait à se le partager à nous 4 et que la course de toute façon elle était belle pour cette première étape et que tout jouerait sur la 2e étape. Malheureusement, on se rend compte au petit matin du 11e jour que un groupe qui avait pas pris forcément une très bonne option avant, qui se retrouvait tout au nord de l'archipel, avait plus de vent que nous, qui revenait très vite. Et qu'il allait falloir se battre jusqu'à la fin et contre pas mal de monde. On a dû faire une dizaine de milles en 24 heures, quoi. Il reste encore à peu près 25 000
pour rejoindre Horta qui est le port d'arrivée. Et là on sait pas très bien comment on va s'y prendre quoi. Il y a vraiment zéro vent. C'est tout plat. Sinon niveau classement on est deuxième, mais bon dans ce genre de conditions à tout moment il peut se passer tout et n'importe quoi donc on serre les fesses quoi. Ce matin-là, j'en arrive à me distancer un peu, suffisamment pour prendre une risée que moi j'aurais jamais et à faire le trou. Et là, s'ensuit une journée vraiment horrible, quoi. Zéro nœud de vent, vraiment zéro nœud de vent. Avoir Jean se barrer, voir ceux du groupe du Nord revenir de nulle part finalement. Et Adrien et Léo qui sont un peu collés aussi, qui finalement font un peu moins de route que moi, mais qui s'en sortent bien, quoi. Comme on dit en voile, la course elle est pas finie tant que la ligne d'arrivée elle est pas franchie, quoi. Donc faut jamais rien lâcher et jusqu'à la fin. Donc une journée vraiment très dure. Heureusement on a vu quelques passages de cétacés assez étonnants qui nous rappelaient que finalement on était dans un milieu assez incroyable, dans un archipel sublime et que certes la course était dure mais qu'on avait quand même une chance incroyable de se trouver à cet endroit-là, à ce moment-là. Et je me souviens avoir pour la première fois pété un câble vraiment sur un bateau, à m'énerver fort, parce que je ressentais un peu comme une injustice, quoi. Vers 20h ou 11e jour de course, le vent commence à rentrer un peu. Là, c'est un peu un nouveau match qui commence avec Léo et Adrien qui sont plus très loin. On sait que Julie et Jean, eux, ils se sont barrés pour de bon et que ça va se jouer pour eux. Et après, on sait qu'il y a un bon groupe qui est revenu par le nord avec Ulysse, Félix, l'Italien Luca et Pierre-Emmanuel là, qui sont revenus forts. Et mentalement, c'est vraiment très dur parce que je suis passé dans ma tête d'un objectif presque de victoire parce que c'était jouable la nuit précédente à finalement un objectif de podium au moment où j'ai vu Julie et Jean se barrer et qui s'est transformé dans un objectif de top 10 au moment où tout le monde commençait à revenir de partout, quoi. Et là, la nuit, elle est très très dure. Je pense pour les plus attentifs sur la carto, il y en a qui ont vu qu'à un moment, j'en pouvais plus, quoi. J'ai dormi et j'ai même fait un petit bout de chemin en marche arrière pour finalement me ressaisir en fin de nuit et réussir à valider cette 8e place sur la première étape. Salut, c'est le petit matin. On est en train d'arriver à Horta. On n'a jamais été aussi proche de l'arrivée. C'est étonne qu'il n'y ait pas de vent après dans cet archipel. La taille des reliefs, c'est hallucinant, quoi. Mentalement, c'était quand même très dur. Heureusement, il y avait des superbes paysages partout autour de nous qui permettaient de relativiser. Et puis cette arrivée dans cette ville magnifique d'Horta, parce que quelques heures avant, je me voyais aller bouder tout seul au fond de mon bateau, tellement j'étais frustré par ce résultat, quoi. Mais bon, dès qu'on met le pied sur le ponton, on change de mode, c'est sûr. On retrouve le mode fraternité entre marins. Ouais, la joie de retrouver tous les copains, de retrouver Adrien avec qui on a passé toute la course à discuter, de retrouver les 2 autres mousquetaires, Léo et Jean, et puis de célébrer cette belle traversée. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est joli quand même.